Chers amis, dans la première partie de cette leçon sur l'escompte compensé, on a vu que le véritable prix de la production, c'est la consommation. Autrement dit, si la population d'un pays a pu produire pour une valeur de 100 millions de dollars, tout en consommant ou dépensant seulement 80 millions, le véritable coût de cette production de 100 millions de dollars est 80 millions. C'est le coût physique, matériel, ce qu'on a dépensé en énergie, en matériel ou autrement. Donc, en payant 80 millions, les consommateurs devraient obtenir les 100 millions. C'est le juste prix. Un rabais ou escompte de 20 millions doit être accordé aux consommateurs. Sinon, il restera pour une valeur de 20 millions de dollars de produits invendus. Le calcul du juste prix peut se faire à l'aide des comptes nationaux d'un pays qui se divisent en deux colonnes, l'actif et le passif. L'actif, c'est l'enrichissement de biens dans un pays. Un pays s'enrichit de biens lorsqu'il développe ses moyens de production, ses machines, ses usines, ses voies de transport, etc. C'est ce qu'on appelle les biens de capital. Un pays s'enrichit de biens aussi lorsqu'il produit des choses pour la consommation, le blé, la viande, les meubles, les habits, etc. C'est ce qu'on appelle les biens de consommation. Un pays s'enrichit de biens encore lorsqu'il reçoit de la richesse de l'extérieur. Ainsi, le Canada s'enrichit de fruits lorsqu'il reçoit des bananes, des oranges, des ananas d'autres pays. C'est ce qu'on appelle les importations. Passons maintenant à la colonne du passif. Les biens d'un pays diminuent lorsqu'il y a destruction ou usure des moyens de production. Usines brûlées, machines usées, etc. C'est ce qu'on appelle la dépréciation. Les biens d'un pays diminuent aussi lorsqu'ils sont consommés. Les aliments mangés, les habits usés, etc. ne sont plus disponibles. C'est la destruction par consommation. Les biens d'un pays diminuent encore lorsqu'ils sortent de ce pays. Les pommes, le beurre, le bacon envoyés en Angleterre ne sont plus au Canada. C'est ce qu'on appelle les exportations. Supposons maintenant que les relevés d'une année donnent production de biens de capital 3 milliards ou 3 000 millions. Production de biens consommables 7 milliards. Importation 2 milliards. Ce qui donne un montant d'acquisition totale ou actif de 12 milliards de dollars. D'autre part, supposons que les relevés pour la même année dans la colonne du passif sont dépréciation de biens de capital 1,8 milliard, consommation 5,2 milliards, exportation 2 milliards. On obtient donc une diminution totale ou passif de 9 milliards de dollars. On va conclure, pendant que le pays s'enrichissait de 12 milliards, il usait ou consommait ou devait céder 9 milliards. Le coût réel de la production des 12 milliards, c'est 9 milliards. S'il en a réellement coûté au pays 9 milliards pour produire 12 milliards, le pays doit pouvoir jouir de ces 12 milliards tout en ne dépensant que 9 milliards. Avec 9 milliards, il faut pouvoir en payer 12 milliards. Payer 12 avec 9. Cela demande un ajustement du prix. Abaisser le prix comptable 12 au niveau du prix réel 9 et le faire sans violenter personne, sans nuire à personne. En face de ce relevé, la conclusion suivante est logique. Dans une économie où la production existe pour la consommation, pour être consommée. Puisque la consommation de 9 milliards, l'usure des machines y comprises, a rendu possible la production de 12 milliards, amélioration y comprise,
9 milliards est le vrai, véritable prix de la production. Pour que le pays puisse utiliser cette production en autant qu'elle est désirée, il doit pouvoir l'obtenir à son véritable prix, 9 milliards, ce qui n'empêche pas les marchands d'être obligés d'en exiger le paiement total, 12 milliards. D'un côté, les consommateurs du pays doivent pouvoir acheter 12 avec 9. Ils doivent pouvoir tirer sur la production de leur pays en la payant au 9/12e du prix marqué. D'autre part, le marchand doit retirer le plein montant, 12. Sinon, il ne peut rencontrer ses charges et le profit qui est le salaire de ses services. L'acheteur ne paiera que 9/12e du prix marqué si on lui accorde un escompte, un rabais de 3/12 ou de 25 %. Une table coûte 120 $. Elle sera laissée à l'acheteur pour 90 $. Une paire de chaussettes coûte 4 $. Elle sera laissée à l'acheteur pour 3 $. De même pour tous les articles du pays, parce que ce sera un escompte national décrété par l'Office national de crédit pour atteindre le but pour lequel l'Office national a été institué. Si tous les articles de production du pays sont payés ainsi aux 75 % de leur prix marqué, les consommateurs du pays pourront obtenir toute leur production de 12 milliards avec les 9 milliards qu'ils dépensent pour leur consommation. Si les produits ne leur conviennent pas, ils ne les achèteront pas et les producteurs cesseront simplement d'en faire parce que ce n'est pas richesse réelle, ces produits ne répondant pas à des besoins des consommateurs. Les marchands ne reçoivent ainsi des acheteurs que 75 % de leur prix. Ils ne pourront rester en affaires à moins de recevoir d'une autre source les 25 % que l'acheteur ne paie pas. Cette autre source ne peut être que l'Office national de crédit, qui est chargé de mettre l'argent en rapport avec les faits. Sur présentation de papiers appropriés, attestant la vente et l'escompte national accordé, le marchand recevra de l'Office national de crédit le crédit argent représentant les 25 % qui manquent. L'escompte accordé au consommateur est ainsi compensé, remboursé au marchand, d'où l'expression « escompte compensé ». Le but de l'économie sera atteint. Les biens joindront les besoins, ce qui, si vous vous en souvenez, était le thème de la première leçon de cette série de capsules sur la démocratie économique. L'ensemble des consommateurs du pays aura pu obtenir le total de la production du pays répondant à des besoins. Les marchands, et par eux les producteurs, auront reçu le montant qui couvre les frais de la production et de la distribution. Il n'y aura pas d'inflation, puisqu'il n'y a pas absence de produits en face de la demande. Cet argent nouveau, en effet, n'est créé que moyennant la présence d'un produit désiré et acheté. Cette émission d'argent n'entre d'ailleurs pas dans la facture du prix, puisqu'elle n'est ni un salaire, ni un placement. Elle vient après que le produit est fabriqué, coté, étiqueté et vendu. Une manière d'arriver au même résultat serait de faire payer à l'acheteur le plein prix. Le marchand livrerait à l'acheteur un reçu ou récépissé attestant le montant de l'achat. Sur présentation de ce reçu à la succursale de l'Office de crédit, l'acheteur recevrait un crédit argent égal aux 25 % du montant de l'achat. La première méthode est un escompte compensé. Un escompte accordé par le marchand et compensé, remboursé au marchand par l'Office national du crédit. La deuxième méthode est un boni d'achat ou ristourne faite à l'acheteur. Le résultat est exactement le même. Dans tous les cas, le prix payé par le consommateur doit être la fraction du prix marqué
exprimée par le rapport de la consommation totale à la production totale. Dans notre exemple de tout à l'heure, 9 sur 12. Autrement, la production n'est que partiellement accessible aux consommateurs, pour lesquels elle est pourtant faite. En résumé, pour que les chiffres prix sur les produits et les chiffres argent dans les mains des consommateurs se correspondent, il y a deux manières, deux façons. Abaisser les prix ou bien grossir, augmenter les porte-monnaies. La démocratie économique ferait les deux, sans nuire à personne, en accommodant tout le monde. Les deux méthodes combinées ensemble, l'abaissement des prix par l'escompte et le dividende social, seraient calculées de façon à mettre l'équilibre entre les chiffres argent et les chiffres prix. Il faut les deux méthodes. S'il n'y avait que le dividende, les prix pourraient avoir tendance à monter, à augmenter, alors même que le coût de revient des produits serait le même. Et s'il n'y avait que l'abaissement des prix, l'escompte compensé, sans le dividende, cet abaissement des prix ne servirait pas à grand-chose aux personnes qui n'ont aucun revenu d'aucune sorte. La formule du dividende, étudiée dans la leçon précédente, serait infiniment préférable au bien-être social, l'assurance chômage et autres lois actuelles de sécurité sociale, car, répétons-le, ce dividende ne serait pas pris dans les taxes de ceux qui travaillent, mais serait financé par de l'argent nouveau, créé par l'Office national de crédit. Personne ne se ferait donc vivre par les taxes des contribuables. Ce serait un héritage dû à tous les citoyens du pays qui sont, pour ainsi dire, tous actionnaires de la compagnie Canada Limitée. Et, contrairement au bien-être social, ce dividende serait sans enquête, sans condition. Il ne pénaliserait donc pas ceux qui veulent travailler. Loin d'être une incitation, un encouragement à la paresse, il permettrait aux gens de s'occuper dans l'activité de leur choix, celle où ils ont des talents. D'ailleurs, si les gens arrêtaient de travailler, le dividende baisserait automatiquement, puisqu'il est basé sur la production existante. Sans ce revenu non lié à l'emploi, sans le dividende, le progrès devient non plus un allié de l'homme, mais une malédiction, puisqu'en éliminant le besoin de labeur humain, il fait perdre aux travailleurs leur seule source de revenus. Et grâce à ce mécanisme de l'escompte sur les prix, toute inflation serait impossible. En effet, l'escompte fait baisser les prix. L'inflation, ce sont les prix qui montent, qui augmentent. La meilleure manière d'empêcher les prix de monter, c'est de les faire baisser, tout simplement. De plus, l'escompte sur les prix est exactement le contraire de la taxe de vente. Au lieu de payer les produits plus chers par des taxes, les consommateurs les paient moins cher grâce à cet escompte. Qui pourrait s'en plaindre? Nous verrons dans la troisième et dernière partie de cette leçon comment cet escompte et calcul du juste prix peut être appliqué pour le financement des travaux publics dans un pays, dans un système de démocratie économique.